Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve une fois de plus pour un point lecture. Et comme vous devez commencer à en avoir l'habitude sur cette chaîne, ce sera donc un point lecture spécial thriller et livres policiers. Et autant vous dire que en ce moment je suis dans un sacré bon mood parce que j'ai lu franchement du très bon. Et j'ai donc hâte de vous faire part de ces dernières lectures qui ont été plutôt toutes des réussites. C'est du coup parti tout de suite. Je vais tout d'abord commencer par vous parler d'un livre que j'avais reçu il y a peu de temps de ça de la part de l'auteur. Et ce livre, il s'agit des Silences de l'hiver de Benjamin Murcy aux éditions Rebelle. Alors, je vous avais déjà fait un petit peu le speech de cette histoire, mais je vais vous faire tout de même un rapide résumé. Ici, on va rencontrer Olivier, qui est un homme d'une trentaine d'années, un petit peu plus, qui, il y a 10 ans de ça, a malheureusement un soir renversé un petit garçon sur la route en rentrant de soirée avec un de ses potes. Ne sachant pas trop quoi faire sur le moment, il a du coup appelé son père qui a pris les choses en main pour maquiller un petit peu ce crime. Et du coup, Olivier n'a jamais été poursuivi pour ce qu'il a fait. Sauf que voilà, ça fait 10 ans que cette histoire, le travail lui pèse sur la conscience. En plus de ça, on va au début de ce récit suivre du coup Olivier qui vit avec sa femme, qui travaille dans l'entreprise familiale de son père. On sent tout de suite qu'avec son père, c'est pas vraiment les grands amours. Et puis arrive le jour où sa femme lui annonce que, contre toute attente, parce que ce n'était pas prévu, eh bien elle est enceinte et cette nouvelle de sa future paternité va pas mal le chambouler et va remettre pas mal de choses en question. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà dit bien assez comme ça. Rappelez-vous, c'est un livre très court qui fait un petit peu plus de 200 pages, je crois. Donc vraiment, pour moi, vous n'avez vraiment pas du tout besoin d'en savoir plus. Alors, pour moi, sachant que c'est le premier livre de cet auteur, je trouve ça vraiment très prometteur. Je vous l'ai dit, je vous donne toujours un avis absolument sincère. Et là, pour le coup, écoutez, pour un premier roman, j'ai trouvé ça franchement pas mal. Alors sachez que dans ce bouquin, on plonge carrément au cœur de la psychologie humaine et surtout des relations humaines dans ce qu'elles ont de meilleur comme de pire. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un récit extrêmement introspectif puisqu'on est tout au long de ce livre vraiment confronté aux ressentis et aux humeurs d'Olivier. Tout tourne autour de sa psychologie, voilà, de ce qui lui trotte dans la tête, de ses peurs, de ses craintes, etc. Il faut savoir que le récit est entrecoupé en fait de chapitres où Olivier parle de lui à la première personne, donc on a vraiment un narrateur à la première personne, ce qui explique du coup qu'on est complètement dans son psychisme. Et ces chapitres sont entrecoupés d'autres chapitres concernant sa femme, mais même dans les chapitres de sa femme, en fait, on a du coup le point de vue de sa femme concernant ses ressentis et la situation qu'ils vivent tous les deux. Donc, même dans ces chapitres-là, on est vraiment complètement centré sur le personnage d'Olivier. J'ai lu ce roman très rapidement parce que le style d'écriture est très fluide et en plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un roman très court qui fait un peu plus de 200 pages. Pour le fait que ce soit un roman court, c'est peut-être justement ce qui m'a un petit peu posé problème. J'avais envie d'en avoir plus et surtout j'avais envie de quelques pages supplémentaires pour creuser un petit peu plus la psychologie des autres personnages qui gravitent autour d'Olivier. Pour moi, ce roman est un véritable drame domestique puisque l'on suit vraiment la descente aux enfers d'un homme lambda qui est complètement rongé à la fois par la culpabilité et d'un autre côté par la soif de vengeance. Alors il faut savoir que dans ce récit, Olivier voit quasiment constamment le spectre, ou en tout cas le corps de ce petit garçon qu'il a renversé il y a 10 ans de ça. Alors j'avoue que cette utilisation du spectre de l'enfant peut être un petit peu déroutante par moment parce qu'on se demande un petit peu comme ça parfois si on ne bascule pas dans la fantaisie. Après, je pense que ce détail de l'histoire finalement est sujet à l'interprétation de tous les lecteurs. Certains y verront peut-être justement un côté fantaisie. Moi, personnellement, j'ai choisi d'y voir à travers ce spectre de l'enfant, tout simplement la matérialisation de la folie qui gangrène l'esprit de notre personnage principal. Là, je pense que c'est vraiment chaque lecteur qui va se faire son point de vue et son interprétation de cet élément de l'histoire. Pour moi, dans ce récit, l'ambiance oppressante est très bien réalisée, très bien représentée, il n'y a pas de souci.
On a vraiment ce sentiment d'étouffer qui nous prend au fur et à mesure qu'on avance dans les pages et ça j'ai beaucoup aimé. Après je dois dire que j'ai noté quelques petites invraisemblances qui concernaient finalement des détails de l'histoire, qui ne concernaient pas du tout le gros de la chose. Donc bon, après réflexion, c'est vrai que ce sont des invraisemblances qui ne m'ont pas vraiment gênée dans ma lecture, mais qui m'ont tout de même un petit peu titillé. Alors je dois dire que ce livre n'a pas été un coup de cœur, puisque vous devez le savoir maintenant, j'ai l'habitude de lire des livres de ce genre-là, écrits par des auteurs qui sont plus aguerris dans le style et qui pour moi vont plus loin à ce niveau-là. Malgré tout, je le répète, pour moi ça a été vraiment une très bonne lecture. Une lecture psychologique autour de cet homme en perdition, de cet homme qui perd complètement pied au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Et par conséquent, c'est avec beaucoup de plaisir et de curiosité que je me pencherai, je pense, sur les autres publications de cet auteur, qui pour moi a quand même clairement quelque chose à creuser et qui a cette petite fibre faite pour l'écriture. Donc voilà, si ce n'a pas été un coup de cœur, ça a néanmoins été une très bonne lecture qui a été rapide, peut-être trop rapide. Je pense que l'auteur a besoin de plus fouiller encore ses idées. Mais écoutez, pour un premier jet, c'est plutôt prometteur, je trouve. J'ai ensuite lu Mascarade de Ray Célestin aux éditions 10-18. Alors j'ai fait cette lecture en lecture commune avec Anna du compte Instagram Anna Craft and Books. Et il faut savoir que en même temps, je faisais une deuxième lecture commune avec une autre personne sur un livre qui a quand même beaucoup de similitudes avec Mascarade, livre que je vous présenterai d'ailleurs juste après et vous verrez un petit peu justement les similitudes. Du coup, c'est vrai que parfois, c'était pas évident de gérer les deux lectures communes en même temps. D'ailleurs, je me suis plantée plus d'une fois en allant voir une des filles en disant ah, j'ai adoré ça, et sauf que c'était pas le livre qu'on lisait toutes les deux, mais l'autre livre que je faisais en lecture commune. Bref, je vous déconseille vraiment de faire plusieurs lectures communes en même temps, surtout quand les deux bouquins ont beaucoup de points de similitude, parce qu'il y a quand même de grandes chances que, comme moi, vous passiez pour un boulet. Alors dans Mascarade, nous nous situons à Chicago au début du XXe siècle et on va suivre pas mal de personnages. L'histoire commence avec Ida et Michael, si je ne dis pas de bêtises, deux détectives qui sont contactés par une femme qui fait partie comme ça de la haute de Chicago et dont la fille Gwendoline a malheureusement disparu. À part sa mère, il n'y a pas grand monde qui a l'air vraiment de se préoccuper de cette disparition. Et en plus de ça, on sait que son fiancé avec lequel elle devait se marier bientôt a également disparu à peu près en même temps que Gwendoline. Et donc toute l'histoire va partir de ça, sachant qu'en même temps on va également suivre d'autres personnages comme je le disais, tels que Al Capone, et oui, rien que ça, qui fait revenir à Chicago une ancienne connaissance qui s'appelle Dante et qui va avoir aussi une grosse part dans cette histoire. On suit aussi le très célèbre Louis Armstrong, et oui, également. Et enfin, on a aussi le personnage de Jacob Russo qui est un photographe de scènes de crime qui aurait rêvé d'être policier mais qui à cause d'un problème à sa jambe n'a pas pu être accepté au sein de la police et qui malgré tout garde au fond de lui cette fibre comme ça d'enquêteur et qui va avoir envie d'élucider un mystère qui est centré autour d'un corps qu'on a retrouvé dans une ruelle, le corps d'un homme que l'on a énucléé et toute l'histoire également est de savoir à qui appartient ce corps. Bref, vous le voyez, un résumé pas simple à faire puisqu'on a vraiment une pléiade de personnages. Mais en gros, les bases de l'histoire, c'est ça. Plusieurs destins à Chicago autour d'une disparition et d'un meurtre. Pas besoin d'en savoir plus. Alors clairement, pour moi, ce roman est un pur roman d'ambiance. L'auteur nous plonge complètement au cœur de la ville de Chicago au début du XXe siècle. Grâce à sa plume, on imagine très bien cette ville et sa chaleur accablante, ville complètement pourrie par les gangsters et la ségrégation raciale qui y régnait, ville partagée entre les très riches et les gens qui survivent, une ville bousculée par la prohibition mais surtout une ville en perpétuelle effervescence. C'est simple, en lisant ce livre, j'étais à Chicago au début du XXe siècle. J'ai beaucoup aimé aussi tous les personnages que j'ai trouvés très bien décrits avec des caractères très forts.
même si clairement j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage d'Ida, qui est du coup cette jeune détective, un personnage au caractère super fort, pugnace et sacrément déterminé, qui ne se laisse pas faire malgré justement sa position de femme, qui plus est métisse. Autant vous dire qu'à Chicago au début du XXe siècle, sa position de femme métisse n'avait pas vraiment grand chose d'enviable et clairement elle en chiait au quotidien. Une femme forte que j'ai trouvée très inspirante, et puis comme je le disais, on retrouve également dans ce récit des personnages qui ont réellement existé tels que Al Capone et Louis Armstrong. C'est des choses que personnellement j'ai beaucoup aimé, comme ça qu'on ait l'ajout de véritables personnes, même si je dois avouer que par moments c'était un petit peu déstabilisant puisqu'à leur sujet on ne savait jamais vraiment en lisant ce qui était réel à propos d'eux ou ce qui était romancé. Ray Célestin s'attarde également beaucoup sur le jazz qui fait littéralement pour moi vibrer son récit. Alors même si cette histoire est dans l'ensemble plutôt bien rythmée, je dois avouer que j'y ai trouvé quelques longueurs puisque l'auteur par moments s'attarde sur des événements qui ne sont pas là pour faire avancer l'intrigue, mais plutôt qui sont présents pour renforcer justement cette ambiance qu'il a souhaité donner à son récit. Malgré tout, j'ai trouvé que cette pléiade de personnages prenait formidablement bien vie dans cette ville. Leurs destins se croisent et donnent lieu à des situations intéressantes, tissant ainsi le véritable fond pour moi de cette histoire. Masquerade, c'est pour moi une sorte de loupe comme ça que l'on aurait posé sur certains personnages perdus au milieu de cette ville gigantesque. Alors je dois avouer que à la fin de cette histoire, je m'attendais à avoir un gros twist, ça n'a pas du tout été le cas, mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé cette fin qui m'a clairement donné envie de découvrir les autres tomes. Puisque, chose très intéressante, à la fin de cet ouvrage, l'auteur explique qu'en fait il souhaite créer une quadrilogie dont chaque tome se déroulerait dans des villes différentes, à des saisons différentes. J'ai trouvé le concept génial et du coup, une chose est sûre, c'est que je me procurerai le prochain tome et j'ai même envie du coup de découvrir Carnaval, qui était le premier tome de cette série qui se passait à la Nouvelle-Orléans. Maintenant que je connais un petit peu la plume de l'auteur, eh bien écoutez, je pense qu'à mon avis, vous allez très vite le retrouver en book haul. Comme je le disais, pour moi, cet auteur a une plume vraiment singulière et je trouve que ce qu'il propose est absolument original et intéressant et mérite qu'on s'y penche. J'ai également apprécié qu'à la fin, en plus d'expliquer son concept, l'auteur revient également sur les personnages et les événements réels qu'il a intégrés justement à son récit, en expliquant en quoi il a gardé les faits tels quels ou alors en quoi il les a justement modifiés afin de mieux coller à son histoire. Vous l'aurez donc compris, même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a néanmoins été une très bonne lecture que je garderai en tête, principalement pour l'ambiance que l'auteur a su créer, plus que finalement pour cette intrigue de fond qui, même si elle a été plutôt bien menée, ne m'a pas complètement conquise. En tout cas, si vous voulez plonger au cœur de Chicago au début du XXe siècle, il n'y a pas de doute, jetez-vous vraiment sur cet ouvrage parce que de ce point de vue-là, pour moi, c'est extrêmement bien réussi. Comme je le disais, au même moment, j'ai fait une autre lecture commune, ce coup-ci avec Audrey du compte Instagram Les Lectures d'A. Et cette lecture commune concernait le livre Légende d'importance de Maria Fredericks, toujours aux éditions 10-18. Alors déjà, on est chez la même maison d'édition, on est également au début du XXe siècle, sauf que ce coup-ci, au lieu d'être à Chicago, nous nous retrouvons ici à New York. On est de nouveau confronté à un meurtre qui résulte d'un possible mariage qui du coup n'aura également pas lieu. Tout comme dans Masquerade. Bref, vous voyez, il y avait pas mal de ressemblances entre les deux. Et du coup, parfois, j'avoue que je m'y perdais un petit peu. Enfin, je m'y perdais pas dans les histoires, mais plutôt dans les conversations. Du moment que je m'y perdais pas dans les histoires, ça me pose pas vraiment de problème. Ici, donc, comme je le disais, on se situe à New York au début du XXe et on va suivre le personnage de Jane Prescott, qui est une femme de chambre ni une bonne à tout faire, mais ouais, si le résumé dit que c'est une femme de chambre, mais en fait, c'est une employée de maison qui va s'occuper des deux filles justement de la famille qu'elle va rejoindre. Des deux filles, il y en a une, l'aînée, qui est très réservée et finalement très en retrait, et la seconde qui est beaucoup plus exubérante, extravagante et qui a pour projet, normalement si tout se passe bien,
d'épouser un jeune homme de la haute de New York qui, lui, pour le coup, n'a pas très bonne réputation. Un soir, une grande fête est donnée pour justement annoncer de façon officielle leur fiançailles, sauf qu'avant l'annonce officielle, le corps du futur marié est retrouvé complètement défoncé dans la bibliothèque familiale. Bien sûr, celle qui découvre le corps, ce n'est autre que notre Jen Prescott, qui va du coup par la suite vouloir mener l'enquête afin d'innocenter cette jeune fille dont finalement elle a la charge. Alors je ne connaissais pas du tout cet auteur et je dois dire que j'ai été complètement charmée par sa plume. Comme je le disais, ici elle nous plonge complètement à New York au début du XXe siècle dans un milieu bourgeois, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on va vraiment se positionner du point de vue de Jane, qui est donc le point de vue des domestiques. Du coup, je comprends tout à fait pourquoi sur le petit bandeau qu'il y avait sur ce bouquin, on rapprochait ça de Downton Abbey. Parce que, effectivement, maintenant que j'ai lu, je dois avouer qu'il y a un peu de ça quand même. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce point de vue qui, pour moi, changeait vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. La plume est fluide, l'intrigue est intéressante et l'auteur, comme ça, nous fait part de pas mal de détails sur le New York de cette époque, ce qui, là également, comme pour Mascarade, nous aide complètement à nous plonger dans l'ambiance de cette histoire et de cette époque. La grande force, pour moi, de ce bouquin, c'est sans conteste son personnage principal, donc comme je le disais, Jen Prescott, qui nous raconte ses souvenirs puisque c'est elle la narratrice du bouquin et qui du coup nous fait part comme ça de ses souvenirs, de ses ressentis, un petit peu comme si on était avec elle en train de boire le thé à côté d'une cheminée et d'un feu crépitant. Et ça, c'était plutôt sympa. Bien sûr, vous l'aurez deviné, ce livre aborde les conflits entre les bourgeois et le prolétariat et l'impunité qu'avaient certains hommes riches de l'époque de se croire complètement au-dessus des lois. Mais au-delà de ce thème, pour moi, cette histoire, c'est véritablement une histoire de femmes. Qu'elles soient riches ou non, coincées ou dévergondées, dociles ou politisées, pour moi, les femmes sont les véritables rouages de ce récit. En lisant cette histoire, j'ai retrouvé un petit côté comme ça, Jane Austen, mêlé à du Agatha Christie. Vous vous doutez du coup que c'était plutôt pour me plaire. En plus de ça, j'ai découvert ce style du policier historique que je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de lire. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est un genre littéraire qui me plaît plutôt bien. Alors, seul petit bémol pour moi, c'est que, comme pour Mascarade, l'auteur ici y apporte des événements, on le sait, qui sont véridiques, puisque c'est écrit derrière que c'est tiré de faits réels. Et contrairement à Mascarade, on n'a pas d'explication sur ce qui a été gardé tel quel, ce qui a été romancé ou quoi qu'est-ce. J'aurais peut-être aimé, vous voyez, peut-être des notes en bas de page pour nous expliquer que tel événement c'était véridique ou que telle institution a vraiment existé. Voilà, histoire de faire un petit peu la part des choses et de savoir où me situer entre réalité et roman. Je dois avouer que j'ai été assez surprise par la fin puisque je m'attendais à quelque chose d'assez classique et manichéen et je dois avouer que ce n'a pas du tout été le cas et ça a vraiment été pour moi une très bonne surprise. En plus de ça, je n'avais pas deviné l'identité du tueur, donc pour moi, c'est une fin plutôt bien réussie. Alors, malgré tout, ça reste un policier plus ou moins classique. Vous devez le savoir, moi, ce que je préfère, c'est les romans un peu plus noirs, psychologiques, voire torturés. Ce qui explique, je pense que du coup, ça n'a pas été un coup de cœur, mais malgré tout, je le répète, ça a été une super bonne lecture qui en plus a eu le mérite de me faire découvrir un genre littéraire que je ne connaissais pas et dans lequel, clairement, je replongerai avec beaucoup de plaisir. La fin de cette histoire appelle une suite et écoutez, à l'heure actuelle, je suis franchement très partante pour découvrir la suite des aventures de notre Jen Prescott. Vous l'aurez compris, si vous avez envie d'un policier historique bien écrit, bien mené, écoutez, je ne peux que vous recommander Des gens d'importance que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui allie effectivement ce petit côté Downton Abbey, Agatha Christie avec un brin de Jane Austen pour le fait qu'effectivement, finalement, les choses soient vraiment centrées autour des femmes. Bref, vous l'aurez compris. Voilà, si ça vous tente, je ne peux que vous dire, allez-y, foncez.
Et enfin, on va terminer ce point lecture avec là encore un livre que j'ai acheté il y a peu de temps, mais sur lequel j'étais certaine de me ruer. Et il s'agit du Tribunal des âmes de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Dans le Tribunal des âmes, on se situe du coup à Rome où une jeune étudiante a disparu de chez elle. Et on va vraiment suivre deux personnages distincts. D'un côté, Sandra, une enquêtrice photo pour la police judiciaire qui vit à Milan et qui du coup a pour métier d'aller sur les scènes de crime, de photographier un petit peu tout ça, et grâce justement à ces photos et aux détails qu'elle peut y voir, va vraiment apporter son concours pour résoudre des enquêtes. Il faut savoir que Sandra a perdu son mari il y a 4-5 mois de ça. Son mari est tombé du haut d'un immeuble, il était reporter photo et elle a beaucoup de mal, vous vous en doutez, à s'en remettre. En parallèle de ça, on suit Marcus. On sait que Marcus est un personnage qui est complètement amnésique, qui n'a pas de passé, qui travaille pour une société un petit peu secrète. On le sait vraiment. Pour lui, le reste de l'humanité ne doit pas connaître son identité. D'ailleurs, il ne connaît pas sa véritable identité. Et Marcus a un petit peu comme ça, une espèce de don. Il arrive à se mettre à la place presque des tueurs en allant sur les lieux des crimes pour reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, Marcus va être envoyé par cette pseudo-société secrète sur le lieu de l'enlèvement de Lara, notre jeune étudiante qui a du coup disparu. Alors oui, ce fut pour moi un véritable bonheur de replonger dans la plume de Donato Carisi que j'avais découvert avec Le Chuchoteur et que, souvenez-vous, j'avais complètement adoré. J'ai tout de suite replongé dans son style si particulier fait de zones d'ombre et d'imbrication qui finalement ne trouve la solution, ne se révèle qu'à la fin d'une enquête absolument trépidante. J'aime la façon dont l'auteur construit ses personnages qui sont toujours complexes et très humains. Et j'ai aussi beaucoup aimé que dans ce livre, d'ailleurs comme dans Le Chuchoteur il me semble, on est le récit au présent entrecoupé de flashbacks dans le passé. Les interrogations m'ont tenu en haleine jusqu'au bout et sa plume a un côté très addictif que d'ailleurs durant ma lecture j'ai rapproché de celle de Dan Brown. Je pense que si j'ai fait le rapprochement entre ces deux auteurs dans cette histoire, c'est tout simplement à cause du thème central abordé qui aurait pour moi clairement pu être un thème qui se serait retrouvé dans un bouquin de Dan Brown. Je vous en dis pas plus parce que clairement si je vous dis ce que c'est que ce thème central, je vous spoilerai l'histoire et c'est franchement pas le but. Sachez juste que c'est un thème complexe et original que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Et puis j'ai également beaucoup aimé déambuler dans Rome et découvrir finalement cette ville chargée d'histoire et de religion qui était pour moi vraiment le parfait décor de théâtre pour cette histoire. Pour moi, ce roman, au-delà de son côté thriller à suspense, pose de véritables questions. On va vraiment y retrouver des questions autour du bien, du mal, également du pardon ou de la vengeance. Comme pour les deux romans précédents, là aussi j'ai aimé le fait que l'auteur incorpore à son récit des faits, des crimes ou des criminels réels, puisque par exemple à un moment dans cette histoire, Donato Carisi nous parle du très célèbre tueur en série Ted Bundy. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fin, comme dans Mascarade, l'auteur nous explique un petit peu justement ce qui est réel dans cette histoire ou ce qui est romancé. Et on sent vraiment qu'il a super bien documenté en fait son sujet, qu'il s'est beaucoup renseigné avant d'écrire cette histoire. Et du coup, ce point-là, là encore, m'a fait vraiment penser à du Dan Brown. Et je trouve, pour moi en tout cas, que la force de ces deux auteurs, c'est justement cette grosse documentation, le fait que leurs histoires tiennent sur des faits réels, des événements réels, des choses qui sont profondément inscrites dans la vie, dans notre histoire. Et pour moi, ça donne véritablement une autre dimension à leur récit, un côté beaucoup plus incroyable et qui, personnellement, moi, me plaît énormément. Au-delà du côté romancé, effectivement, et de tout l'imaginaire qu'ils ont pu construire, on se dit que quelque part, cette histoire pourrait vraiment se dérouler dans la vraie vie puisqu'elle s'appuie absolument sur des faits qui existent ou qui ont existé. Alors pour les points un petit peu moins positifs, je dois avouer que dans cette histoire, j'ai trouvé parfois
quelques longueurs et quelques petites invraisemblances, mais malgré tout, je dois avouer que je suis vite passée au-delà et que ça n'a pas gâché ma lecture, puisque malgré tout, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Une lecture agréable avec une fin que l'on voit arriver. Ne vous attendez pas à un twist de fou, en tout cas moi clairement je l'ai vu arriver à des kilomètres, mais malgré tout, j'ai trouvé cette fin très réussie. Alors, je dois avouer que clairement, j'ai préféré le chuchoteur de ce même auteur. Mais malgré tout, pour moi, le Tribunal des âmes restera un très bon thriller. Et une chose est sûre, c'est que clairement, je lirai la suite, puisqu'il s'agit de la trilogie des âmes, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas, je suis certaine, c'est une trilogie. Et puis si vous avez suivi un petit peu les book hauls, j'ai le tome 2 et le tome 3, et du coup, clairement, j'ai très envie de sauter dessus. Ce livre n'a fait que renforcer mon coup de cœur pour l'auteur Donato Carisi, qui est clairement pour moi un auteur à part, auquel je vais désormais consacrer une place toute particulière dans ma bibliothèque. Vous l'aurez compris, du coup, si vous aimez un petit peu cette ambiance Dan Brown, le fait qu'on ait comme ça des intrigues, un Rome, des thèmes assez forts abordés, et puis que clairement vous accrochez à la plume, il faut l'avouer, un petit peu particulière de Donato Carisi. Je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus. Commencez peut-être par le chuchoteur qui pour moi est un cran au-dessus, mais voilà, vraiment, je ne peux que dire que désormais, je suis fan de cet auteur. Il m'a rendu accro au bout de seulement 2 bouquins. Autant vous dire que la barre est vraiment là, très haute. Et voilà, j'ai vraiment du coup aujourd'hui envie de découvrir toutes ses œuvres parce que je ne saurais expliquer pourquoi. Mais il a vraiment, voilà, ce côté addictif, cette plume particulière qui, moi, me correspond tout à fait. Alors après, sachant que je suis déjà une grosse fan de Dan Brown, puisque, hop, il y a tous les Dan Brown qui sont là, ou presque. Voilà, ça ne pouvait que me plaire parce que plus je lis et plus je trouve qu'il y a une vraie similitude entre ces deux auteurs, même si Donato Carisi est peut-être un peu plus fin, il va plus dans la psychologie, il pose peut-être plus de questions et il est plus du côté vraiment criminologie, on va dire, que Dan Brown, lui, est plutôt du côté mystère de l'univers, œuvre d'art, énigmes, résoudre des énigmes qui sont presque universelles. C'est là où pour moi ces deux auteurs ont des différences. Mais sur le fond, je trouve que vraiment ils ont quelque chose de commun et quelque chose qui fonctionne avec moi. Bref, j'arrête de parler parce que je crois que j'en ai déjà dit beaucoup trop et que cette vidéo sera déjà bien assez longue. Vous l'aurez compris, j'ai donc fait des super lectures de policiers, de thrillers qui, une fois les avoir tous terminés, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment des points communs, c'est-à-dire un gros côté forcément suspense puisqu'on est dans du thriller, mais en plus de ça, chacun d'eux, ou pratiquement, à part le tout premier, se basait finalement sur une partie de faits réels ou de personnages réels. Donc voilà, c'était pas prévu, mais écoutez, c'est peut-être quelque chose qui finalement me correspond tout à fait, puisqu'en tout cas, des 3 dernières lectures que je vous ai présentées, ça a vraiment été des super lectures pour moi, dans lesquelles je me suis éclatée. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura été utile. J'espère également vous avoir peut-être fait découvrir des titres et vous avoir donné envie de vous plonger dedans. Si de votre côté vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez mon avis ou pas du tout. Toujours bien sûr en expliquant ce qui vous a plu ou non, mais voilà, vous le savez, les commentaires sont ouverts, je vous y attends. Si vous aimez la chaîne, si vous aimez les contenus que je vous propose et que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, pour aider la chaîne et puis pour me donner du courage à continuer encore et encore, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je l'ai complètement oublié dans les vidéos précédentes, mais je pense que quand je vais poster celle-ci, clairement on aura passé le délai des 1 an de vie de cette chaîne. Donc voilà, je suis super ravie, je trouve qu'il y a un vrai échange qui s'installe entre vous et moi. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de tenir cette chaîne, de discuter avec vous. Ça m'a vraiment aidé sur certains points aussi dans ma vie personnelle. Donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Et puis, j'ai envie de dire, j'espère que je serai là encore dans 1 an et qu'on aura vécu encore plein de belles aventures ensemble. Sur ce, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine!